En fait, c'est compliqué car le boîtier semble clairement compliqué dès sa prise en main. Et pour les 100% vidéastes, faut vraiment comprendre que c'est pas le S1H Mark II. Ainsi que pour les photographes, faut aussi se dire que c'est une évolution du S1R, mais sans être une révolution. Et pour moi, le plus simple, c'est de l'imaginer comme un S5 haut de gamme. J'utilise le S5 chaque semaine depuis 2 ans et ce que je retrouve avec ce nouveau boîtier, c'est la même chose mais en version haut de gamme avec plus de résolution, plus de customisation, plus d'ergonomie et tout simplement plus de possibilités. Lumix offre ici leur meilleur des deux mondes en capteur plein format et ça s'appelle le Lumix S1R2. Avant de commencer, c'est important de t'informer que l'unité de pré-production que je garde avec moi fait partie d'une invitation non rémunérée qui a eu lieu en Norvège. Invitation faite par Lumix, mais qui ne change rien à mon avis. Ce qui me plaît et ne plaît pas sera mentionné, et si le boîtier était dénoué d'intérêt, il n'y aurait tout simplement pas eu de vidéo. 8,1K, c'est la résolution maximale qu'il est possible d'atteindre avec ce nouveau S1R2. Et dans le futur, ce sera même possible de l'avoir en mode OpenGate. Pour l'instant, le mode OpenGate est limité à de la 6,4K, mais une nouvelle mise à jour est déjà prévue pour avoir de la 8,1K dans ce mode. Et quand tu associes une résolution de 8K avec un mode OpenGate, le champ des possibles devient tout de suite très impressionnant. Pour la partie photo, on dispose de 44 millions de pixels et qui peut même grimper à 177 millions de pixels avec un assemblage de plusieurs photos. Un assemblage qui se fait automatiquement avec le mode haute résolution. C'est d'ailleurs possible de jouer avec cette résolution pour disposer de plus de polyvalence avec son objectif. Ça s'appelle le zoom hybride photo et ça permet de passer de 44 millions de pixels à 2,5 millions de pixels et qui du coup transforme un 24-70 en un 24-300. Ce mode existe aussi en vidéo et permet de passer de l'entièreté du capteur à son utilisation APS-C pour transformer un 24-70 en un 24-146. Il faut par contre faire attention que ce zoom hybride vidéo est uniquement limité à la résolution 4K. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser. Les limitations suivant les résolutions et fréquences d'image sont très nombreuses. Et tout simplement car le boîtier offre un choix énorme de résolution et fréquences d'image. Et même si je vais t'en citer quelques-unes, je t'encourage vraiment à analyser la feuille de Lumix qui indique toutes les résolutions et fréquences d'image. Par exemple, le boîtier offre une dynamique de 14 diaph, et ce jusque 30 images secondes. Au-delà de 30 images secondes, le boîtier ne peut pas disposer de l'option d'extension plage dynamique. Tout ce qui est au-dessus de 30 images secondes perd 1 diaph de dynamique. On a la possibilité d'enregistrer en simultané des proxys, sauf que quand c'est vraiment nécessaire, comme au-dessus de la Cinema 4K par exemple, c'est pas disponible. En 4K et au-dessus de 60 images secondes, l'autofocus repasse sur un système de contraste et sans détection de visage. Et ça clairement, je te cache pas que ça a été un peu la panique. Et j'ai d'ailleurs voulu tester moi-même si c'était quand même utilisable pour par exemple filmer une personne qui court, et je te laisse juger toi-même du résultat. Pour cette même 4K 120, il faut aussi accepter un changement de cadre. Et je dis changement de cadre à la place de crop, car j'ai eu droit à une explication technique utilisant le terme Full Area.
Alors, j'ai pas tout compris, mais moi ce que je retiens, c'est que quand je passe de la 4K 24 à 4K 120, j'ai un changement de cadre, et qui est aussi présent à 60 images secondes. Après, que ce soit le changement de cadre ou la perte de performance d'autofocus en 120 images secondes, moi ce qui m'ennuie le plus, en fait c'est son enregistrement. La 4K 120, c'est en long-up 420 avec un débit maximal de 300 Mbps par seconde. Alors que pour la 4K 60 images secondes, on dispose entre autres d'un enregistrement en All-Intra 422 à 800 Mbps seconde. Et ce débit il est important. Plus il est élevé et plus les détails fins ainsi que les textures nous paraissent clairs, tout comme une impression de meilleure fluidité visuelle aussi. Après, ce que je te mentionne ici, moi c'est mon point de vue. Je pense que les plans que je te joue à l'écran parlent d'eux-mêmes et on peut voir que ça fait largement le job en 4K 120. Le résultat est déjà très bon, mais il pourrait l'être encore un peu plus. Par contre, c'est important de mentionner que ces contraintes, et si tu prends le temps de configurer correctement ton S1R2, tu auras juste à les retenir une seule fois. Le boîtier offre un truc unique avec la possibilité de sauvegarder 15 préconfigurations vidéo, 15 préconfigurations enregistrement au ralenti et 15 préconfigurations photo. Clairement, ça c'est de la folie. Du coup, il faut juste assimiler et surtout accepter ces différentes contraintes au début pour ensuite bien configurer son boîtier et puis après on peut clairement les oublier. Moi par exemple, je peux déjà t'annoncer que ce S1R2 devient mon boîtier hybride principal. Mais si je choisis de retenir les contraintes, clairement en fait c'est comme si je choisissais tout le temps de marcher avec un caillou dans ma chaussure. C'est comme le fait que la 8K soit en 4.2.0 et pas en 4.2.2. Oui c'est nul, je le sais, mais je l'accepte. Et si je n'avais pas envie de l'accepter, je n'utiliserais pas ce S1R Mark II comme boîtier hybride principal. Donc vraiment, je t'invite à prendre le temps pour regarder la fiche technique des résolutions et cadences d'image. En fait, le boîtier offre tellement de choses sous différents niveaux de performance que je sais d'avance que pas mal de personnes pourraient se retrouver déçues si elles ne prennent pas le temps de lire cette fiche et surtout de la lire suivant leurs besoins techniques. Mon but, c'est pas de te vendre le boîtier, C'est clair que ça me fera super plaisir si tu viens utiliser mon code créateur qui s'affiche à l'écran lors de quelconque achat chez Miss Numérique, mais ce n'est pas le but premier. Pour moi, ce qui compte, c'est d'essayer de te donner les informations qui me semblent importantes avant de faire ton choix. Et je peux déjà dire qu'une vidéo comparative entre ce S1R2 et le S5 qui me filme sortira dans 2 jours au moment où je publie cette vidéo. Et pour terminer avec ce chapitre des résolutions, laisse-moi te partager mon coup de cœur avec l'enregistrement en 5,8K ProRes 422. Cette résolution avec ce codec, c'est un rendu de dingue. T'as une quantité d'informations folles que tu peux exploiter en post-production et avec une lecture hyper fluide en ProRes 422. Et puis il faut aussi retenir que le capteur n'utilise pas sa résolution de 8K uniquement en l'état. Soit tu disposes d'une grande partie des résolutions inférieures avec du downsampling, ce qui veut dire que ta résolution de 8K est ramenée sur un enregistrement à la résolution inférieure de ton choix, ou alors tu peux utiliser le mode pixel pour pixel du S1R2 et qui fera que tu utiliseras uniquement la partie du capteur servant à cette résolution au pixel près. C'est un mode qui va t'amener de la polyvalence en plus vu que tu vas bénéficier d'un changement de cadre à résolution égale. Et puis ce mode t'est surtout imposé sur l'enregistrement en ProRes RAW. Le ProRes RAW est uniquement dispo en 5,8K, pixel par pixel, sans l'utilisation de l'entièreté du capteur 8K. En fait, que ce soit en choix ou exploitation de résolution, tout comme ces différents codecs, le S1R2, c'est un peu une usine à gaz. Sauf qu'ici, cette usine à gaz, elle est assez stable. Pour les codecs et compression, on retrouve plusieurs possibilités avec entre autres du ProRes 422 mais aussi HQ. Le ProRes RAW est aussi présent et le tout de façon interne comme externe. On a du long-up et du all-intra. Bref, c'est assez utile d'utiliser l'outil permettant de filtrer son choix par résolution, cadence ou codec. L'ensemble peut soit s'enregistrer de façon interne via la carte CF Express ou via un SSD externe connecté au port USB-C. Et puis on dispose toujours d'un port de carte SD pour certains débits vidéo ainsi que pour la partie photo si on le désire. Il serait peut-être par contre intéressant de nous permettre de l'enregistrement backup SSD CF Express. Pas mal de débits n'étant pas possible sur la carte SD, une possibilité d'enregistrement simultané sur SSD et CF Express pourrait avoir pas mal d'utilité pour bon nombre de personnes.
On dispose par contre de l'intégration à Frame.io, et si tu ne sais pas encore ce qu'est Frame.io et à quoi cela peut servir, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet, ainsi que la démo complète que j'ai fait dessus. Le lien vers cette vidéo est présent en description. Perso, c'est aussi pour ça que j'adore les boîtiers Lumix. C'est tout ce choix de codec et compression possible. Ça permet de répondre à pas mal de besoins suivant les projets. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut vite se retrouver perdu. Une personne commençant la vidéo peut se retrouver en fait noyée par ce flot d'informations. Pour la montée en ISO, ce nouveau Lumix S1R2 dispose aussi d'un double ISO natif, mais à des valeurs plus basses que les précédents modèles. Et le deuxième ISO natif varie aussi suivant l'option d'extension plage dynamique. Pour 13 diaph de dynamique en Vlog, le deuxième ISO sera de ISO 1000, alors qu'avec l'extension plage dynamique et les 14 diaph, le deuxième ISO sera ISO 2000, mais tout en gardant à l'esprit que ça, tu vois, c'est pas possible au-delà de 30 images secondes. Tu commences à comprendre un peu justement le côté complexe de la chose. De nouveau, je ne te cache pas que le fait de savoir que la montée en ISO native était plus basse qu'à l'accoutume nous a tous aussi un peu fait peur. Et surtout à moi, car j'ai l'habitude d'utiliser le deuxième ISO natif de mon S5 2X et qui est à ISO 4000. Et en gros, j'ai un peu eu peur pour rien. J'ai fait plusieurs plans à ISO 4000 en Vlog et c'est nickel. Je retrouve exactement la même chose qu'avec mon S5 2X. On est évidemment très loin des performances que peut nous offrir certains boîtiers Sony ou nouvelles caméras Canon, mais clairement à ISO 4000, tu sais déjà faire pas mal de choses, tout en sachant que tu peux même encore grimper un peu au-dessus si besoin. Au final, rien de révolutionnaire, mais de la stabilité. Par contre, Lumix, si vous débarquez un jour avec un S1H Mark II, là je veux voir nous proposer bien plus que du ISO 4000. L'ergonomie, là pour moi c'est quasiment un mini tour de force, car c'est quasiment la même taille qu'un S5 2X, mais avec un port de carte CF Express, ainsi qu'une charnière d'écran pivotant sur plusieurs axes. C'est une charnière d'écran qui avait été introduite à l'époque sur le S1H. C'était une toute première à l'époque, et c'est pour moi le meilleur système de charnière qui puisse exister. Quand tu as besoin d'un retour visuel face caméra, c'est dispo, et quand tu veux filmer avec ton retour d'image dans le même axe que ton objectif, c'est aussi dispo. C'est vraiment utile. Durant la présentation, Lumix nous a mentionné une différence de 2% sur son gabarit par rapport au S5 II. Et du coup, moi, ça me permet d'utiliser mes caches du S5 2X dessus. C'est pas 100% parfait, mais ça fonctionne. Le boîtier dispose d'une grille flash connectée pour utiliser le nouveau module audio XLR et aussi débloquer la fonction d'enregistrement audio en 32 bits flottante. C'est un peu l'équivalent du RAW de l'audio. Et ça, sur un boîtier plein format, c'est une première mondiale. Il n'y a aucune autre marque qui propose actuellement de l'enregistrement audio interne en 32 bits. C'est quelque chose qui a aussi été introduit l'année passée par Lumix sur le GH7, mais qui est à présent dispo sur ce nouveau S1R2. Et logiquement, je reviendrai sur cette utilité dans un futur assez proche avec un tuto complet là-dessus. Un nouveau bouton physique est présent sur son côté inférieur droit et qui est de base assigné à l'enregistrement de par sa couleur rouge, mais que tu peux réassigner à n'importe quelle autre commande. Un nouveau loquet de sécurité est aussi présent pour verrouiller certaines commandes du boîtier. On dispose aussi d'un rideau pouvant se fermer lorsque tu retires un objectif du boîtier, et ce pour mieux protéger le capteur. Je t'ai parlé tout à l'heure de 45 préconfigurations possibles, et ça c'est grâce au nouveau commutateur de présent en dessous de la roue de gauche. Le commutateur permet de passer d'un mode photo à un mode vidéo et mode vidéo vers un mode ralenti. Et ça repense aussi en partie l'architecture des menus avec quelque chose qui est à présent bien distinct entre photo et vidéo. Alors ça ne concerne pas vraiment les menus mais plutôt l'affichage qui reste toujours sur un mode horizontal unique. Et il faut que ça évolue dans le futur avec la possibilité de faire basculer cet affichage aussi en vertical. Il y a à présent plusieurs boîtiers et caméras qui le proposent et ça serait bien que Lumix se mette aussi à jour par rapport à ça. Pour revenir sur l'ergonomie, on dispose aussi d'un port USB-C et qui propose à présent non plus 2 mais 3 fonctionnalités. De l'enregistrement externe via SSD, de l'alimentation externe, mais aussi du contrôle complet externe. Et ça, c'est clairement l'une des grandes annonces de Lumix. Fin mars sortira l'application mobile Flow de Lumix et elle sera aussi compatible avec le S5 II, S5 IIX, S9 et GH7. On a eu droit à sa version bêta, toujours en développement, mais clairement c'est le kiff. Ici sur la version bêta, c'est juste le retour visuel avec aussi du touch focus, mais c'est hyper stable et sans délai sur le retour visuel vu que c'est câblé via le port USB-C. Dans sa version finale, on aura du contrôle de caméra et avec de l'assistance d'exposition complète.
L'application intègre aussi toute une partie pré-production avec storyboard, mais aussi avec ajout de metadata sur les plans enregistrés pour valider un plan par exemple. C'est une grosse folie et ça fait grave plaisir. Déjà l'application Lumix Lab faisait plaisir, mais alors celle-ci c'est puissance 10. Et pour revenir au port USB-C, du coup c'est frustrant, car soit tu enregistres, soit tu recharges, ou soit tu contrôles. Faudra au moins 2 ports USB-C pour bien faire. Et surtout du safety USB-C comme avait fait Fujifilm avec le X-H2S. Ça permet une fixation plus sûre avec 2 petits pas de vis de sécurité. Allez, c'est parti ici pour un petit test d'autofocus. Je suis avec le Lumix 2470 de réglé à f2.8. J'ai un shutter qui est assez bas. Mon filtre ND qui est placé dessus a uniquement une réduction de 5 diaph. Donc j'ai dû jouer avec le shutter, je m'en excuse. En attendant, ici, je suis sur une détection non pas au niveau des yeux, mais une détection en visage et corps. Et alors, je suis sur l'entièreté, donc sur une zone multi. Donc c'est-à-dire que éventuellement, l'autofocus peut se laisser perturber par des personnes qui se trouvent derrière moi. J'ai une petite customisation au niveau des moteurs de l'autofocus, donc avec un réglage au niveau de la vitesse, au-delà en tout cas de la normale. De mémoire, je suis à réglage plus 3. Par contre, la sensibilité du suivi, elle, est sur 0. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas en tout cas verrouillé absolument l'autofocus sur moi. Celui-ci pourrait se laisser perturber. Voilà, on peut voir un petit peu ce que ça donne, se faire un petit peu une petite idée sur cet autofocus. J'évite de me casser la pipe ici en glissant. On peut voir ici la détection, hop, j'essaie d'aller un tout petit peu plus vite, voir si celui-ci en tout cas fait bien le boulot. Allez hop, on zigzague et on termine. Niveau autofocus, j'aurais aimé pouvoir te renseigner plus, mais je préfère te dire que je reviendrai là-dessus dans le futur avec un peu plus d'expérience. Et si je te dis ça, c'est parce que sur cette unité de pré-production et de son logiciel qui était toujours pas en V1 durant le passage en Norvège, j'ai eu des comportements de pompage par moment qui étaient pas normaux. Et je le sais car d'ordinaire, j'ai pas ça avec mon Lumix S5 2X. Ici, j'ai eu des difficultés en basse lumière et ça devrait pas avoir lieu. J'ai eu des comportements qui me semblent plus venir en fait d'un bug de logiciel que de manque de performance. Surtout que Lumix nous a annoncé justement de meilleures performances d'autofocus que sur ses précédents modèles. Il reste encore quelques éléments à te partager. Par exemple, en plus de la waveform, on dispose maintenant des fausses couleurs. Et ça, c'est excellent pour mieux comprendre son exposition, ainsi que mieux contrôler son niveau de bruit dans l'image. Moi, c'est comme ça que j'ai vu sur le terrain que je pouvais en fait utiliser ISO 4000 sans aucun souci. Les fausses couleurs, en fait, je les ai même assignées au deuxième bouton de devant, afin de pouvoir justement facilement contrôler mon exposition et ratio de contraste. Par contre, si je veux faire le mec un peu relou, les fausses couleurs c'est bien, mais le système EL-Zone c'est mieux, et d'autant plus que l'outil EL-Zone est présent dans la gamme de caméras Varicam de chez Panasonic. En fait, ces caméras Varicam, elles ont été les premières caméras à intégrer justement l'outil EL-Zone. Et du coup, ça serait quand même encore un peu mieux d'avoir le choix entre les fausses couleurs et le EL-Zone. Lumix, si vous m'entendez, allez prendre la licence chez Varicam pour nous mettre le EL-Zone en plus. La stabilisation Lumix, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est la meilleure du marché, et ils ont encore renforcé justement avec de la stabilisation électronique sans crop. Ça s'appelle le mode cropless et ça fonctionne nickel avec les optiques Lumix. J'ai par exemple testé avec mon Sigma 2870 et l'option n'est pas disponible. Donc c'est une stabilisation hyper impressionnante, mais qui fonctionne pas avec toutes les optiques en monturelle. On dispose aussi d'un nouveau profil de couleur Cinelike A2 et il envoie du lourd. Tous les plans que je te montre à l'écran sont en sortie de boîtier sans aucune retouche de ma part. La dynamique dans l'image, le contraste et le rendu des couleurs font que je suis ultra fan de ce nouveau profil d'image. Et je l'ai aussi testé à ISO 4000 avec un résultat complètement utilisable, voire même un peu plus utile que le Vlog pour certaines situations. En tout cas par rapport à mon savoir de connaissance sur la partie post-production du Vlog. En fait, c'est-à-dire que je n'arrive pas à reprendre la dynamique de présence dans les ultra basses lumières sans commencer à dégrader mon image en Vlog. Alors qu'ici, la courbe de présence dans ce Cinelike A2 fait un super bon boulot sur l'exploitation de dynamique en sortie de boîtier. Ce Cinelike A2, je suis persuadé que ça va devenir une nouvelle référence pour pas mal d'utilisateurs Lumix. Et j'anticipe ta question à l'avance.
Non, j'ai aucune idée de savoir si ce nouveau profil d'image viendra s'ajouter au reste des modèles Lumix déjà existants. Lumix fait à présent une collaboration avec Capture One pour un meilleur développement des RAW, et pour une personne comme moi qui essaye progressivement de tout quitter sur l'écosystème Adobe, justement ça fait du bien de pouvoir tester autre chose. La question de l'enregistrement RAW via son port HDMI est aussi en suspens pour moi. Pour l'instant, c'est pas dispo. Ça a été annoncé pour la prochaine mise à jour, mais par contre, je me demande en fait quelles seront les résolutions et cadences d'image maximales pour le RAW en HDMI. Le S1R2 dispose aussi d'un nouveau processeur et qui fait que son temps de mise en route est aussi plus rapide que le S5-2X. Et pour terminer, petite frustration, histoire de toujours passer pour le mec relou, on vient d'avoir une mise à jour sur le S5 II et S5-2X pour bénéficier du même triple affichage de marqueurs de cadre que sur le Lumix S9. C'est une fonctionnalité innovante de Lumix et qui est super utile, surtout en mode OpenGate. Et même si je t'ai mentionné en début de vidéo que la future Weka OpenGate du Lumix S1R2 sera super utile, eh bien ici on se retrouve de nouveau avec un simple marqueur de cadre unique. Et là tu vois, je comprends pas. Comment tu fais pour sortir un tout nouveau boîtier avec des fonctions d'assistance en moins que ses précédents modèles? Perso, je trouve ça un peu nul, mais comme je te l'ai dit, je suis aussi le mec un peu relou. Bon, tu remarqueras que j'ai pas encore parlé de prix, et pour la simple et bonne raison que suivant le moment où tu regardes cette vidéo, le prix pourra avoir évolué. Ici au lancement, le prix officiel est de 3 600 € de taxes comprises. Mais je t'invite vraiment à le confirmer depuis le lien qui est présent en description. Et quoi qu'il en soit, ça reste un très beau budget, un budget sur lequel il y a de la concurrence. Du coup, c'est important de savoir faire ton choix suivant tes besoins. Par exemple, durant notre séjour en Norvège, l'un des créateurs invités me faisait aussi remarquer qu'il était encore possible d'avoir le Canon R5 neuf pour 300 € de moins que ce S1R Mark II. Et le Canon R5, c'est aussi de la Weka et en RAW, c'est aussi de la photo haute résolution, c'est aussi de la 4K 120 et c'est surtout un autofocus bien plus performant. Par contre, me concernant et pour avoir utilisé le Canon R5 durant plus d'un mois à l'époque, je sais aussi que le R5, c'est pas d'enregistrement externe via SSD, c'est pas de charnière d'écran rotatif sur plusieurs axes, même si ça a été amélioré avec le temps, t'as toujours de gros risques de surchauffe en vidéo, c'est du micro HDMI, t'as pas d'intégration de frame IO. La stabilisation vidéo, faut l'oublier en marchant. T'as quasi pas d'outils d'assistance pour justement exposer ta vidéo. Et de façon générale, ça reste des outils photo sans possibilité par exemple de régler son obturateur en angle. Et si je continue, pas d'enregistrement audio en 32 bits flottant via son module audio XLR, pas autant de choix de codec, pas de double isonatif, pas de profil de couleur hyper intéressant comme ce nouveau Cine Leica 2, et de façon même plus globale, pas d'écosystème de lutte qu'on peut soit utiliser en vidéo ou en photo. Le prix des optiques coûte un bras, et je sais de quoi je parle vu que j'ai récemment acheté la Canon C80 avec les deux toutes nouvelles optiques 24-105 et 70-200 ouvrant un f2.8. Bref, pour moi, le Canon R5 fera pas le même job. Et rassure-toi, je suis conscient que la liste positive que je viens de te faire pour le S1R Mark II, une autre personne sera aussi m'en faire une pour un autre boîtier du même prix et qui correspondra à ses besoins avec des éléments différents. Pour moi, son plus grand défaut, en tout cas sur l'unité de pré-production que je dispose, c'est l'autofocus et avec lequel il faudra accepter certaines de ses limitations si tu viens à l'utiliser. Il faut aussi que tu retiennes que c'est un boîtier compliqué en apparence à comprendre et que c'est pour cette raison que c'est vraiment important pour toi de te plonger dans sa fiche technique avant de faire quoi que ce soit. Il faut vraiment regarder si ce dont tu as le plus besoin est bien présent et performant. Ce S1R2, c'est un S5-2X haut de gamme qui est présent pour répondre aux demandes de certains utilisateurs. Et il peut même agir comme un levier psychologique sur certains points. Par exemple, le fait de savoir que je dispose de 44 millions de pixels ainsi que cette nouvelle collaboration avec Capture One me donne l'impression de pouvoir faire de plus belles photos avec. Alors que clairement, je peux déjà le faire avec mon S5-2X. Sauf que mon cerveau reste conditionné par cette guerre de chiffres et performances, ce qui fait que j'ai ce levier psychologique qui me dit que ce sera encore mieux. Et ça, c'est présent chez beaucoup de personnes qui de base n'ont pas besoin d'autant de résolution et performance. J'utilise le S5-2X depuis 2 ans maintenant et c'est normal que si tu me mets entre les mains le même mais en version plus haut de gamme, je vais d'office l'utiliser comme boîtier hybride principal. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Et certains se feront même un plaisir d'ajouter en commentaire que c'est parce que je peux aussi garder cette unité de pré-production avec moi. Sauf que ceux qui me connaissent bien savent que ce n'est pas dans ma nature.
Si quelque chose n'est pas bon, je passe mon chemin et je ne l'utilise tout simplement pas. C'est parce que je connais en fait tous les avantages du S5 IIX que je sais à quel point ce S1 Mark II est bon et surtout à quel point il correspond à mon utilisation. Pour être clair, je ne vois aucune révolution dans ce nouveau boîtier. Je vois juste une très bonne évolution du S5 IIX et qui offre un excellent compromis photo-vidéo haut de gamme. Dans l'univers Lumix plein format, ce nouveau boîtier devient la référence photo-vidéo. Et pour terminer, j'ai aussi envie de te partager que je me retrouve ici face à l'un des boîtiers les plus pragmatiques du marché. Le nombre d'options, fonctions et possibilités montrant de la véritable utilité sont hyper nombreuses. Par contre, j'ai toujours un doute sur l'efficacité du pragmatisme à convaincre un utilisateur. D'apparence, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités avec un effet waouh derrière. C'est un monstre d'efficacité et polyvalence, mais est-ce que c'est assez pour convaincre en 2025? N'hésite pas à me partager tes impressions en commentaire, mais aussi à me partager quel boîtier dans cette même gamme de prix est meilleur selon toi. Et évidemment meilleur en expliquant tes besoins qui vont avec. Ça permettra ainsi à certains utilisateurs de bénéficier d'autres points de repère afin d'effectuer le bon choix le moment venu. Tous ensemble, il est possible de fournir un mini guide d'achat depuis l'espace commentaire et c'est pour ça que YouTube existe. C'était David pour la chaîne Monsieur Caméra et je te retrouve dans une prochaine vidéo.